continue. Donc là, hein, on est le 24 octobre à 17 h. On reprend ensuite à 19h30. Hein, c'est les pauses réglementaires quand on est en garde à vue. Donc, qu'avez-vous récupéré comme affaire à Maillot Stan à l'issue de votre contrôle et audition à Ornans? Réponse. Les gendarmes de Ornans m'ont redonné les affaires de Maillot Stan sur instruction du procureur de la République. Il y avait 2 sacs, un petit sac de voyage et un sac à dos. Dans les sacs, il y avait des vêtements, 2 carnets, une petite sacoche qui contenait un talkie-walkie, un téléphone portable, un portefeuille. Vous souvenez-vous s'il y avait le passeport de Stan Maillot? Non, parce que je n'ai pas fouillé, mais je me rappelle que lors du contrôle, les gendarmes m'ont présenté son passeport qu'ils avaient sorti de la sacoche. Ils m'ont montré la photo pour savoir si je reconnaissais Stan. Vous souvenez-vous d'une carte grise de véhicule au nom de... Bon, il y a un nom qui est donné, demeurant à Marseille. Je ne me la rappelle pas avoir cette carte grise dans les affaires de Stan. Qu'avez-vous fait des affaires de Stan Maillot? J'ai d'abord regardé dans les carnets pour voir ce qu'il y avait écrit dessus et j'ai ensuite jeté les 2 sacs d'un seul bloc dans une poubelle sur la route de mon retour entre Besançon et... Voilà, j'ai dû les jeter le lendemain ou le surlendemain. Avez-vous utilisé le téléphone de Stan Maillot? Je ne l'ai pas utilisé, mais par contre j'ai consulté et je l'ai manipulé avant de le jeter. Une consultation de messagerie a été effectuée le 24 septembre sur le téléphone de Stan Maillot. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Ouais, parce qu'ils ont fait une erreur de frappe, ils ont tapé 24 octobre. Mais enfin, on n'est que le 23 ce jour-là, donc je doute fort qu'ils aient pu anticiper au lendemain. C'est peut-être moi en manipulant le téléphone avant de le jeter dans la poubelle. Après votre arrestation, êtes-vous rentré directement chez vous? Non, le 22 septembre, j'ai été libérée vers 20 h et je suis allée à Besançon. J'ai tourné un peu en ville et j'ai dormi sur un matelas dans mon fourgon. Je suis partie le lendemain, en début d'après-midi, je suis rentrée directement. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré directement? J'étais fatiguée, je voulais me poser dans un endroit en sécurité et comme les gendarmes ne voulaient pas que je reste sur Ornans, j'ai décidé d'aller à Besançon pour me rapprocher de l'entrée d'autoroute. Lors de vos déplacements à donc 17 et Besançon avec Stan, avec votre véhicule, qui paye l'essence, les péages, autoroutes et autres? Qui c'est qui paye? La monnaie. C'est moi qui ai tout payé. Stan n'a jamais sorti d'argent, ni même ne m'a remboursé. Je dois dire que mes fins de mois étaient difficiles. Je rappelle que M. Borja ne vit qu'avec une allocation d'adulte handicapé. Au cours des surveillances, quels appareils utilisiez-vous? C'était uniquement du visuel et je notais ce que je voyais et je le donnais à Stan. Stan avait-il d'autres moyens de surveillance, balises, traceurs GPS ou autres? Je savais qu'il y avait du matériel, mais je ne sais pas réellement quoi. Je sais qu'il avait des caméras, mais pour le reste, je ne sais pas. Si Stan avait réellement constaté que les enfants étaient en danger, quelle décision devait être prise? Pour ma part, je ne sais pas, car on n'en avait pas parlé. Que savez-vous de la vie de Maillot entre la fin de sa carrière de gendarme et votre rencontre? Je savais par Internet, voilà, tous les jours c'est Internet, qu'il avait été gendarme et il me l'a confirmé. Il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il avait quitté la gendarmerie. C'était lors d'un déplacement en Guyane, je crois. Il avait constaté, d'après ses dires, qu'une partie de la brigade de gendarmerie violait des jeunes gens régulièrement tous les soirs. À l'époque, je l'ai cru, mais maintenant, je peux avoir des doutes. Je pense que je l'ai cru à l'époque du fait de son aura et de sa réputation que l'on pouvait consulter sur Internet. Il quitte la gendarmerie pour s'engager comme commando parachutisme, mais j'ignore les circonstances de son départ de l'armée. Je sais qu'il a monté une boîte de sécurité à La Réunion, qu'il a eu des problèmes. Il m'a dit qu'on lui avait mis des bâtons dans les roues et qu'il avait eu des problèmes judiciaires suite à cela. Dès son retour en France, je ne sais pas ce qu'il faisait, hormis mener son combat contre ces réseaux pédocriminels. Petite parenthèse de ma part, je rappelle qu'à La Réunion, il est accusé d'abus de biens. Hein, en l'occurrence, je le redis, il a confondu le compte bancaire de sa SARL de sécurité avec son compte en banque courant. Voilà, hein, donc c'est normal, tu t'es fait gauler, mec. Ça arrive. Sans travail, de quoi vivait-il? Je pense qu'il vivait de petits boulots et apparemment d'économies de sa compagne Jeannette. Enfin, là, on est en 2012. Hein. Je rappelle qu'ils se sont rencontrés en 2007 et que là, elle a tout quitté pour le rejoindre. Alors, des économies, moi, je veux bien. Je rappelle qu'elle n'était que employée de banque. Bon, elle a dû toucher un héritage hein, pour qu'il puisse encore, des années après, continuer à vivre dessus et pas sur vos dons. Stan vous a-t-il parlé ou donné connaissance de personnes comme vous ailleurs en France?
Il m'a dit qu'il avait un réseau de connaissances sur la France. Avez-vous remarqué lorsque vous étiez en présence de Maillot que ce dernier était accro de son téléphone portable et qu'il recherchait des connexions Internet? Non, pas particulièrement, voire pas du tout. Je tiens tout de même à préciser que sur le réseau Internet, il y avait quelques blogueurs enquêteurs qui n'appréciaient pas Maillot Stan. Que pouvez-vous nous dire sur le scellé? Donc là, il donne le numéro du scellé, qui est le carnet de Maillot. Reconnaissez-vous votre écriture sur ce carnet? En aviez-vous connaissance? Et notamment des écrits relatant le dossier Léa. Je reconnais avoir consulté ce scellé. Il n'y a pas mon écriture et je n'avais pas connaissance de ce carnet. Je ne m'imaginais pas tout cela. Je trouve que c'est des méthodes de gangster et je ne pensais pas que Stan en était rendu à ce point-là. Ce n'est pas mon idéologie ni ma façon de voir les choses. Je pense que Stan va trop loin. Il était hors de question pour moi de procéder à des enlèvements d'enfants ou d'adultes. De qui que ce soit, comme mentionné dans ses écrits. S'il avait eu l'intention de le faire comme il l'a écrit, je n'étais pas au courant et je n'aurais pas participé. Je vous réinvite à voir les vidéos sur les carnets de notes pour comprendre de quoi il parle. Vous avez fait référence à l'enfer et le chaos. Est-ce vos termes ou celui de Stan? Non, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Stan. Stan avait une vision chaotique de notre société, dans laquelle les gens sont du bétail et qu'ils subissent toutes les saloperies que nous impose une certaine élite. Je tiens à préciser que lors de ces discussions avec Stan Maillot, les propos tenus par ce dernier sont violents. Cela m'a cassé le moral et m'a choqué. J'étais peut-être trop naïf à cette période-là. Que pouvez-vous nous dire sur le scellé concernant un cahier de Maillot? Reconnaissez-vous votre écriture? En aviez-vous connaissance et notamment les écrits relatant le dossier Joy de Amancé et du dossier de Marion? Je reconnais avoir consulté ce scellé. Il n'y a pas mon écriture. Je n'avais pas connaissance de ce carnet. J'en ai eu connaissance lorsque les gendarmes l'ont découvert dans mon véhicule. J'ai pu voir qu'il était fait état du dossier Joy. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai monté le dossier. Donc là, forcément, avant de mettre fin et de reprendre, il y a l'avocat qui est appelé à poser des questions. Elle n'en a pas. Nous reprenons le lendemain, 9h30, 25 octobre. Toujours Monsieur Borja. Avez-vous des précisions à apporter par rapport à vos autres dépositions? Non, je maintiens et confirme mes précédentes dépositions. Hier, vous nous avez déclaré que vous aviez été hébergé à Marseille avec Jérémy chez une prénommée Sylvie, dont vous ne vouliez pas nous donner son identité pour pas qu'elle soit embêtée. Voulez-vous toujours refuser de nous communiquer son identité? Alors quand les gendarmes posent ça comme question, c'est-à-dire qu'ils ont fait des vérifs et que tu as plutôt intérêt à être franc, hein, et dire les choses. Non, je vais vous la donner. Donc il s'agit d'une Sylvie qui réside à Aubagne. C'est pas notre logisticienne. Donc nous avons remarqué que vous étiez en relation avec cette femme et que son adresse donnée par l'opérateur est à Roquefort-la-Bedoule. Que pouvez-vous nous dire? Donc elle a été en relation téléphonique. Elle demeure aux alentours de Marseille. On lui demande comment il l'a connue. C'est toujours intéressant. Je l'ai connue par Internet, par l'intermédiaire des indignés de France sur Facebook. Car je ne fais pas que de la recherche pour la pédocriminalité, je m'intéresse à l'information en général. C'est une ancienne journaliste. Lors de nos contacts sur Internet puis par téléphone, je lui avais dit que je me rendrais sur Marseille au mois de juin 2012 avec Jérémy et elle nous avait hébergés. Elle connaissait également Jérémy. Je pense qu'ils s'étaient connus sur Internet. Elle a connaissance de l'existence de ces réseaux pédocriminalité car nous lui en avons parlé et elle avait lu les dossiers sur Internet. Donc on lui demande si cette Sylvie connaît Maillot et Ziman. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il a dormi chez elle? Oui. Connaissez-vous une autre Sylvie? À ma connaissance, non. Êtes-vous sûr de ne pas connaître une autre Sylvie? Finalement, oui. Comme j'ai dormi qu'une seule fois chez cette deuxième Sylvie, cela m'est sorti de la tête. Je ne connais pas son nom de famille. Est-ce que le nom de Peyron Sylvie vous dit quelque chose? Sylvie, oui. Peyron, cela ne me dit rien. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez rencontré cette deuxième Sylvie? Donc, il l'a rencontrée par rapport à la première Sylvie dans la région d'Aubagne lorsqu'il s'est rendu à Marseille avec Jérémy. C'est la première Sylvie qui me l'a présentée. Je sais qu'elle habite vers Marignane et qu'elle a un terrain et que si besoin était, elle pouvait m'héberger dessus. Je me suis rendue chez cette deuxième Sylvie pendant le week-end. J'ai mis mon fourgon sur son terrain. J'étais avec Jérémy.
Savez-vous ce qu'elle fait comme activité? Je pense qu'elle travaille dans le bois et qu'elle a une activité forestière. Avez-vous constaté la présence de véhicules stationnés sur son terrain? Oui, il y avait une Renault Laguna berline de couleur foncée qui appartenait à un locataire qui demeurait sur un mobil-home. Il y avait une 307 break qui appartient, je crois, à Sylvie et qui est de couleur verte, je crois. Il y avait également des caravanes et des remorques poids lourds. Vous souvenez-vous de la présence d'un véhicule immatriculé en Allemagne? Non, car c'est un sacré boui-boui, il y en a partout. Avez-vous remarqué la présence d'un camping-car? Non, je n'en ai pas vu. Que savez-vous de cette deuxième Sylvie de Marignane? Je crois qu'elle vit seule et j'ai appris de ses propos qu'elle a un fils qui lui a été retiré et qu'elle n'a plus la garde de son fils. Elle ne l'a plus vu depuis au moins 5 ans. Ce n'est pas pour des problèmes de pédophilie. Avez-vous parlé de Stan et Janet? Non, pas du tout. Connaissait-elle l'existence de votre combat? En quelque sorte, elle connaissait l'existence des réseaux et que l'on militait contre cela. Participait-elle à ces réseaux? Avec moi, non, mais je ne peux pas affirmer avec les autres. Quelle est la teneur des relations entre cette Sylvie et Jérémy? C'est un peu comme moi. Ensuite, on lui demande pour une autre personne du prénom de Valérie. Ça ne lui dit rien. D'autres individus, non, ça ne me dit absolument rien. Je suis surpris d'apprendre que j'ai eu des contacts téléphoniques avec cette personne. J'aimerais savoir la période des appels parce que je ne vois qu'une solution, c'est que l'on ait utilisé mon téléphone. Continue. Non, sur la fin, on va attaquer les autres. Et puis finalement, il a réfléchi. Donc finalement, en réfléchissant et après que vous m'ayez indiqué la période, le copain de Sylvie se prénomme Cyril. Et comme c'est un téléphone fixe à Aubagne, je pense que c'est le téléphone fixe de Sylvie qui est au nom de son copain. Il m'est arrivé effectivement de téléphoner sur un téléphone fixe. Connaissez-vous un bourgeois, Arnaud de Puteaux? Avez-vous eu des contacts? Ce nom ne me dit absolument rien. Je suis surpris d'apprendre que j'ai eu des contacts téléphoniques avec cette personne. Je ne vois qu'une solution. C'est peut-être Jérémy qui m'aura envoyé des SMS avec le portable d'un ami. Jérémy est la seule personne en région parisienne que je connaisse. L'étude de votre téléphone montre que vous êtes dans la région de Marseille-Aubagne-Marignane au mois de juin, juillet et vers le 15 septembre. Je descends assez souvent sur Marseille pour aller à Cassis. Souvent, je dors dans mon fourgon et effectivement, il m'arrive d'aller chez les deux Sylvie, comme au mois de juin et au mois de septembre. Je suis allée sur le terrain de Sylvie à Marignane, il n'y avait que moi. Comme je vous ai déclaré depuis le début, je suis allée à la mi-août 2012 et je suis restée environ 5 jours. Je suis allée là-bas à la demande de Stan Maillot et de sa compagne. Je devais surveiller une entrée de maison. Je me suis déjà expliqué là-dessus dans mes dépositions précédentes. On lui demande ensuite, avez-vous eu des contacts avec Maillot Stan depuis le 22 septembre 2012? Aucun contact depuis qu'il s'est échappé du contrôle à Ornans le 22 septembre 2012. Je n'ai pas essayé de le joindre. C'est d'ailleurs toujours lui ou sa compagne qui me contactait. Je pense qu'il se planque et qu'il est en liberté. Avez-vous eu des contacts avec Janet, la compagne de Stan Maillot, depuis le 22 septembre 2012? Oui, un premier contact par mail pour que je lui explique ce qui s'était passé à Ornans lors du contrôle. Je lui ai tout expliqué, le contrôle avec les gendarmes, ce que j'avais dit aux gendarmes dans ma déposition et que j'avais jeté les affaires de Stan Maillot dans une poubelle, notamment les carnets, les vêtements, le talkie-walkie et le téléphone. Un second contact physique au mois d'octobre 2012 à Marseille et on s'est rencontrés dans cette région. C'est elle qui a demandé à me rencontrer. Elle voulait récupérer les affaires de Stan et je voulais des explications pour tous les articles qu'elle avait faits sur Internet. Elle s'était servie de tous les éléments que je lui avais donnés lors de mon arrestation à Ornans et tout était affiché sur le net. Elle m'a dit qu'il le fallait pour que tout le monde sache. Elle se servait de moi et de ce que j'avais dit pour faire des articles sur Internet en accusant la gendarmerie. Elle m'a demandé si Stan avait été arrêté. Je lui ai dit que non et que si lors de sa fuite, il avait été rattrapé et je lui ai dit non. Je lui ai dit que lorsque j'ai été libérée vers 20 h, les brigades revenaient et ne l'avaient pas trouvé. Je lui ai donc dit mon sentiment que Stan n'avait pas été arrêté. Je lui ai demandé pourquoi elle me cassait sur ces articles dans le net et pourquoi j'avais été libérée si vite. Nous nous sommes engueulés et on en est resté là. Je lui ai dit que pour moi c'était terminé et que je me retirais de tout cela, que je ne lui faisais plus confiance. Je lui ai reprécisé mon sentiment, que pour moi Stan était bien planqué. Nous en sommes restés là et je lui ai précisé que je m'étais trompée sur eux et qu'il m'avait attiré des problèmes. Je ne l'ai plus revu et je n'ai plus de contact avec. Ensuite,
arrive le moment, on va quand même arrêter, où l'avocat peut poser une question. L'avocate souhaite savoir quel est votre état d'esprit aujourd'hui et quel est votre sentiment. Je pense m'être trompée. Je pensais mener un combat juste en allant avec ces personnes. Je ne savais pas tous deux, car ils avaient une bonne réputation sur le net. C'était des idoles, surtout Stan. Je pensais mener un travail d'enquête simple et je me suis rendu compte à la lecture des carnets. En fait, Stan allait beaucoup plus loin qu'un travail d'enquête et qu'il avait des projets différents des miens sur ce sujet. Avec tout cela, je suis en train d'atterrir un peu et je me rends compte que j'ai été absorbée par le net avec tous ces groupes, reportages, articles et j'ai perdu ma lucidité. La rencontre avec Stan et Janet m'a amenée sur le terrain avec eux 2 fois. L'arrestation a été un mal pour un bien parce que du coup, je me suis rendu compte des gens avec qui j'étais. Les projets et objectifs que j'ai vus sur le carnet de Stan n'étaient pas du tout les miens. Je n'aurais en aucune façon participé à un enlèvement de qui que ce soit. Monsieur Borja, fin. Donc, tout le monde a été gaulé à peu près dans les mêmes périodes, hein, après leur rassemblement d'Amancelle, donc du 20 octobre. Donc là, on a entendu les dernières auditions de M. Borja qui est en garde à vue. Ensuite, les autres vont être entendus par le juge directement. Cabinet du vice-président chargé de l'instruction. Donc là, désolé, c'est dimanche. On a l'audition de Jérémy Lehu. Voilà, qui a lieu le 25 octobre. Voilà, hein, je vais vous la lire, je suis peut-être trop près. Voilà. Allez, c'est parti. Jérémy, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, bon, il sait pourquoi il est là. Hein. Reconnaissez-vous les faits? Non, je n'ai jamais préparé l'enlèvement de ces 3 enfants. Comment avez-vous fait connaissance de Sandrine Gatchadoa? Par l'intermédiaire d'un ami commun qui s'appelle David. Donc, le fameux David dont on parle dans les carnets de notes, hein, qui est fini en psychiatrie. Comment avez-vous fait la connaissance de David? Par Internet. Que cherchez-vous sur Internet pour trouver David Gauthier? J'ai communiqué avec lui sur plusieurs sujets, notamment la pédocriminalité. Pourquoi êtes-vous particulièrement intéressé par la pédocriminalité? Je trouve que ce sont des dossiers horribles. J'ai été particulièrement touchée par une affaire qui s'est passée en Belgique. Aviez-vous décidé d'agir vous-même pour combattre la pédocriminalité? Oui, mais à un degré très bas. Il s'agissait juste de petites investigations. Il n'a jamais été question de faire du mal à qui que ce soit ou d'enlever qui que ce soit. À quelle époque avez-vous rencontré David? C'était le 11 juin 2012 du côté d'Agen, là où il habite. De quoi avez-vous parlé? On a surtout fait connaissance. Vous a-t-il parlé à cette époque de Sandrine Gatchadoa? En fait, elle était là dès cette première rencontre. Ils étaient en couple depuis peu. Est-ce que Sandrine Gatchadoa vous a raconté ce qu'elle appelle son histoire? Oui, mais très vite j'ai compris qu'elle avait des problèmes psychologiques et je lui ai conseillé de se battre sur le plan juridique. Vous a-t-elle parlé du projet pour récupérer ses enfants? Elle m'a dit qu'elle voulait à tout prix récupérer ses enfants, mais elle n'a évoqué aucun projet concret. Qu'en disait David? Il était du même avis que moi. À cette époque, connaissiez-vous déjà Stan Mayo, Janet Ziman? J'avais vu une vidéo de Stan Mayo sur YouTube, mais je ne l'avais pas encore rencontré personnellement. Quand avez-vous fait leur connaissance? Plus tard, en juillet, je devais aller voir un ami à l'Escure, mais j'ai été bloquée à Toulouse. C'est un autre ami de Toulouse qui s'appelle Gilbert Abbas qui m'a proposé de venir me chercher en m'expliquant que ce serait soit lui, soit des amis à lui. L'ami que je devais aller voir s'appelle Paul-Émile Charlton, mais son vrai nom est plap plap plap. Finalement, ce sont Stan Mayo et Janet Ziman qui sont venus à ma rencontre. Oh bah dis donc, j'en entends 2 noms qui me parlent là. Comment l'expliquez-vous? La femme de Gilbert Abbas avait eu un accident, elle ne pouvait pas se déplacer, il a donc envoyé Stan et Janet à sa place. Vous voyez le petit cercle? Non, vous ne le voyez pas encore? Ne vous inquiétez pas, on va le développer. Là, on va finir avec Mayo. Après, je vais faire une petite pause parce que j'ai une vie de famille, c'est les vacances. Je serai moins active, mais ça me permet de préparer les prochaines vidéos sur les prochains Gugus. Pourquoi vouliez-vous voir ce monsieur Charlton? C'était pour discuter avec lui, c'est un ami qui s'intéresse à la pédocriminalité. Avez-vous été surpris de voir arriver Stan Mayo? Oui, je l'ai reconnu car je l'avais déjà vu sur sa vidéo d'internet. Connaissiez-vous Janet Ziman à cette époque? Je l'avais également vu en vidéo. À votre avis, pourquoi Stan Mayo s'est-il intéressé à vous? Parce qu'il avait appris par Charlton que je faisais de petites investigations dans ce domaine. Saviez-vous que Janet Ziman et Stan Mayo vivaient dans la clandestinité? Oui. Saviez-vous pourquoi? Oui.
Je le savais, cela remonte à 2007 pour une affaire qui s'appelle l'affaire Vincent. Savez-vous le rôle de Stan Mayo dans cette affaire? Je sais qu'il a protégé un enfant. Vous saviez donc qu'il avait été condamné pour ces faits? Oui. Pourquoi dans ces conditions avez-vous eu des relations avec lui? Pour moi, c'était une forme de héros au vu de tout ce que l'on apprenait sur lui sur Internet. Vous n'avez jamais pensé qu'il avait été condamné à juste raison par la justice française? Non, au début, je ne pensais pas du tout comme ça. Que pensiez-vous? Je pensais que Stan avait vraiment protégé cet enfant qui avait été sexuellement agressé par son père, lequel avait le bras long et avait pu étouffer l'affaire. Vous ne croyez donc pas que la justice ait pu faire son travail? Je n'ai plus du tout la même vision des choses aujourd'hui. Je ne comprends pas, toutefois, toujours pas que l'on laisse un droit de visite à un père qui a pu faire des choses comme ça à son enfant. Là, je suis d'accord. Croyez-vous que la vérité se trouve sur Internet ou dans le dossier de la justice? Aujourd'hui, je vous dirai dans le dossier de la justice. Parlez-moi de ce premier contact avec Stan Mayo et Janet Zeman. On a passé la soirée chez Gilbert Abbas, on a parlé de tout et de rien, ce sont aussi des gens normaux. Bah ouais, ils font comme tout le monde, hein, ils vont aux toilettes, et quand ils sont malades, ils ont le nez qui coule. Faut arrêter de prendre les gens pour des stars. Hein. Je suppose que vous avez abordé le sujet pédocriminalité. Oui, c'est un sujet qu'on a abordé. Stan Mayo a-t-il essayé de vous enrôler dans sa lutte contre la pédocriminalité? Il a demandé à me revoir afin que je lui dise si j'acceptais de travailler avec lui. Vous a-t-il parlé de ce travail? Qu'entendait-il par là? Pas vraiment, je ne sais pas réellement ce qu'ils font. Quelle était la participation de Janet Zeman ce soir-là? C'est une personne calme, elle a juste parlé un petit peu. On verra avec son expertise psy. Avez-vous parlé de Sandrine Gatchadoa? Non, pas ce soir-là. Parlez-moi de vos autres contacts avec Stan Mayo. Cela s'est fait bien plus tard, en septembre. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas Stan Mayo qui m'a contacté, mais Christophe Borja. Stan Mayo ne voulait plus avoir de contact avec moi car il m'avait demandé d'être très discret et il a su que j'avais parlé de notre rencontre avec Charlton. Christophe m'a appelé et m'a demandé comment cela se passait pour une personne dont il s'occupait. Il voulait savoir s'il y avait quelque chose à faire pour cette personne, une jeune fille qui habite en Franche-Comté. Était-ce la dénommée Joy? Oui, c'est moi qui étais en contact avec Joy par internet ou par téléphone. C'était en quelque sorte moi qui m'occupais de ce dossier. Borja m'a demandé si je voulais aller à leur rencontre. J'ai accepté. Ce n'est qu'une fois arrivé à la gare de Valence que j'ai compris que j'allais revoir Stan Mayo et Janet Zeman. À ce moment-là, je pensais toujours que c'était des gens corrects, même si je savais qu'il y avait une part de risque avec eux. Que vous ont-ils demandé de faire? Je devais continuer mon travail d'enquête et rencontrer Joy pour obtenir le maximum d'informations, monter un dossier et le remettre aux autorités. Pourquoi êtes-vous montés tous les quatre dans le Doubs? Ils pensaient tomber sur une affaire qui allait les relancer, car ils n'avaient rien fait de concret depuis quelques années. Vous a-t-il parlé de ce projet concret? Non, j'avais mis les choses au clair, c'est moi qui devais parler à Joy. Je ne comprends pas dans ces conditions pourquoi Stan Mayo et Janet Zeman et Christophe Borja vous ont accompagné. Ils pensaient tomber sur un réseau satanique où l'on pratiquait le viol et la pédophilie. Ils sont un peu paranoïaques. Je ne comprends pas pourquoi vous avez continué avec eux compte tenu de ce que vous me dites aujourd'hui. Stan Mayo était une véritable référence dans notre milieu et à l'époque je lui faisais encore confiance. Vous a-t-il dit quels étaient ses projets concrets? Il espérait tomber sur un flagrant délit et prendre une vidéo qui aurait été intégrée à notre dossier. Pendant ce voyage, avez-vous reparlé de Sandrine? Oui, ils m'ont dit qu'ils étaient allés faire des investigations, là-bas, Christophe, Janet et Stan. Ils m'ont dit que ce qu'ils avaient constaté ne correspondait pas du tout à ce que leur avait raconté Sandrine. Les enfants semblaient en bonne santé et heureux avec leur père. Vous ont-ils dit s'ils pensaient donner une suite à cette affaire avec Sandrine Gatchadoa? Ils m'ont dit qu'ils laissaient tomber. Après votre première rencontre avec Sandrine Gatchadoa, vous avez continué à avoir des relations avec elle, notamment téléphoniques. Quelques jours après notre rencontre, David a été placé en hôpital psychiatrique et j'ai eu des contacts avec Sandrine afin d'avoir de ses nouvelles. Avez-vous revu Sandrine Gatchadoa? Oui, afin d'aller voir David à l'hôpital et parce que Sandrine était la seule personne que je connaissais sur Agen, cela me permettait d'avoir un pied à terre. Avez-vous logé à de nombreuses reprises chez Sandrine Gatchadoa? La seule fois a été quand j'ai été voir David à l'hôpital. Je suis alors restée plusieurs jours chez Sandrine. Depuis, je ne l'ai plus revu.
Avez-vous eu avec elle des contacts téléphoniques depuis ce jour? Oui, mais je n'y attachais pas beaucoup d'importance. Je cherchais surtout à avoir des nouvelles de David. J'ai commencé à penser que Sandrine Gacciadoa pouvait créer des problèmes. Je ne comprenais pas qu'après une semaine de vie commune avec David, celui-ci soit hospitalisé. On m'a dit qu'on avait retrouvé des traces de morphine dans son sang. Pendant ces conversations téléphoniques, vous parlez-elle de son projet de récupérer ses enfants? Non, elle a compris très vite que son histoire ne m'intéressait pas et elle ne m'en parlait plus. Lui avez-vous parlé de Stan Mayo? C'est plus souvent elle qui m'en parlait, mais on n'évoquait pas beaucoup le sujet. Savez-vous comment Sandrine Gacciadoa a fait la connaissance de Stan Mayo? Non. Dans ce dossier, vous apparaissez comme le lien entre Stan Mayo et Sandrine Gacciadoa. C'est vous qui étiez en contact avec elle et l'on vous retrouve peu après en contact avec Stan Mayo. Qu'en pensez-vous? Je le conteste, Sandrine Gacciadoa avait rencontré Stan Mayo bien avant que je le rencontre moi-même et je n'ai pas eu besoin de faire l'intermédiaire. C'est marrant cette façon qu'ils ont tous de se charger les uns des autres. Vous m'avez dit avoir assez vite compris qu'on ne pouvait pas faire confiance à Stan Mayo et Janet Zeman. Néanmoins, on vous retrouve à côté de cette dernière lors de la manifestation à Amancet suite à la disparition de Stan Mayo. Comment l'expliquez-vous? J'avais encore confiance en Stan Mayo à cette époque. C'est avec Sandrine Gacciadoa que je pensais avoir des problèmes. Comme vous le dites, c'est le fait d'avoir été interpellée qui m'a fait prendre conscience de mes erreurs. Je pensais donner un sens à ma vie en m'occupant de ces questions. Je m'aperçois devant vous que c'était une erreur. Donc, question de l'avocate. Quelles étaient vos intentions en allant voir Sandrine Gacciadoa et la dénommer Joy? Concernant Sandrine Gacciadoa, j'ai vite compris qu'il s'agissait de quelqu'un de bancal. Elle est spéciale, elle parle beaucoup d'ésotérisme et de mysticisme. Je n'ai jamais envisagé de faire quoi que ce soit pour elle. Par contre, je voulais vraiment aider Joy en montant son dossier, mais pour le présenter aux autorités. Est-ce que cela comportait des actes d'enquête? Il s'agissait seulement de rassembler des informations, mais je n'avais aucune intention de faire des actes contraires à la loi. L'avocate est entendue, voilà, garde à vue, elle est mise en examen, notification de mise en examen, voilà, basique. Donc voilà, ça c'était le procès verbal, l'audition de Jérémy Lehu. Donc on comprend très bien que Jérémy Lehu n'a jamais été à surveiller les enfants, enfin cette famille, hein, ce qui explique sa relaxe, parce qu'en fin de compte, apparaître en contact avec ces gens, avoir ramené un autre dossier, parce que c'est là aussi qu'on comprend à quel point les enquêtes de Mayo sont sérieuses, puisqu'ils se basent sur les recherches des autres personnes pour s'en accorder le mérite. On comprend bien que Lehu, il n'a jamais mis les pieds en Charente-Maritime pour surveiller. Donc il sera relaxé, voilà, le jugement le relaxera. Du coup, il sera affiché comme traître, ouais. Traître. Et puis alors quand en plus 2 ans après il se permettra de faire une vidéo pour dire clairement aux gens que Mayo n'a jamais disparu le 21 septembre 2012 mais qu'au contraire il a été récupéré le soir même par lui et Janet sur la route et qu'il a été planqué en Suisse, parce que ça on l'a découvert il n'y a pas longtemps, ils l'ont déposé en Suisse. Ben voilà, il sera affiché par Mayo quand il fera son retour chez Beta TV comme un traître, alors qu'il n'y a aucune traîtrise. Je ne vois pas pourquoi une personne qui ne s'est jamais rendue sur place pour surveiller une famille devrait être condamnée. Condamnée à quoi? Lui, en l'occurrence, il n'a pas écrit dans les cahiers, il n'a pas été surveiller cette famille, il n'a rien à voir avec ce qui ciblait cette famille, contrairement aux autres. Donc, à relax, normal. Non, ça, c'est pour la fin. On revient ensuite avec notre popine. Non, on va reprendre lui. Donc ensuite, après avoir été auditionné au mois de septembre, placé en garde à vue au mois d'octobre, et bien notre ami Christophe Borja est aussi auditionné au cabinet du juge. Donc là, il demande l'assistance d'un avocat, puisque à ce moment-là est envisagé d'être mis en examen. Hein, c'est l'audition qui va décider de si tu es mis en examen ou pas. Donc il demande un avocat commis d'office. Reconnaissez-vous avoir participé à ce projet d'enlèvement en compagnie de Stan Mayo et de Janet Zeman? Non. Expliquez-moi ce que vous faisiez en compagnie de ces deux personnes au mois d'août dernier. À l'époque, j'étais chez ma soeur dans la région de Bordeaux. Comme je suis très impliquée dans les réseaux de lutte contre la pédocriminalité, j'ai découvert l'existence de Stan Mayo, dont l'action a été mise en valeur sur Internet. Avant mon départ pour Bordeaux, j'ai été contactée
par Stan Maillot via mon Facebook. Il a demandé à me rencontrer. Je lui ai dit que j'allais être dans la région de Bordeaux. On a convenu d'un rendez-vous devant une poste d'une petite bourgade proche de Bordeaux. J'ai accepté ce rendez-vous car Stan Maillot est une sorte de star de la lutte contre la pédophilie. Il a très bonne réputation. J'ai été à ce rendez-vous, j'ai rencontré Stan et Janet. Ils m'ont raconté une partie de leur vie et le combat qu'ils menaient. Vous ont-ils dit qu'ils vivaient dans la clandestinité? Non, ils m'ont précisé qu'ils n'avaient pas de domicile ni de travail et qu'ils ne vivaient jamais au même endroit. Saviez-vous que Stan Maillot avait été condamné et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui? Non. Comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant de cette affaire alors qu'il en parle sur Internet? En fait, je l'ai connu par des articles qui parlaient de lui mais sans comporter ce genre de précision. Continuez. Ils m'ont aussi posé des questions sur ma propre vie, m'ont dit qu'ils étaient dans la région pour une affaire. Avant de me donner des précisions, ils m'ont demandé si j'étais disponible. J'ai voulu en savoir plus sur l'affaire qu'ils évoquaient. Je leur ai dit que j'étais disponible quelques jours, mais que j'avais des obligations. Ils m'ont alors parlé d'une mère de famille qui avait 3 enfants qui étaient victimes de père et de la grand-mère. Il s'agissait d'attouchement et de viol. Ils m'ont dit que l'aîné avait fini par parler à sa mère de ce qu'elle subissait, que la maman avait porté plainte suite à la déclaration de sa fille, et que finalement la justice avait décidé de donner la garde au père et de mettre la maman en psychiatrie. Vous ajoutez foi à cette histoire? Oui, je l'ai cru parce que c'est un ancien militaire et que beaucoup de gens disaient du bien de lui sur le net. Que vous ont-ils proposé de faire? Ils avaient un objectif qui était de vérifier les dires de la maman en rentrant en contact avec l'aîné des enfants. Ils m'ont dit qu'ils avaient effectivement réussi à entrer en contact avec la petite, mais que cela avait été très bref car elles avaient été dérangées. Ils voulaient donc à nouveau entrer en contact avec la petite pour en savoir plus. Ils m'ont dit que mon aide serait importante pour eux parce que cela faisait un moment qu'ils étaient sur cette affaire et qu'ils avaient l'impression que leur véhicule avait été remarqué. Mais ça fait 15 jours qu'ils découvrent une affaire, peut-être 2 mois à tout péter, ça fait super longtemps. Donc en plus ils sont persuadés d'être surveillés. Ils m'ont donc demandé de les aider avec mon véhicule et ma présence. Que deviez-vous faire concrètement? On m'a demandé de me poster devant une maison d'un endroit où je pouvais voir le portail. Ils pensaient que cette famille faisait partie d'un réseau compte tenu de l'impunité dont bénéficiaient le père et la grand-mère. Comment s'est passée cette surveillance? Je suis restée là-bas quelques jours. Je devais surveiller la maison pendant certaines plages horaires. Que faisiez-vous en dehors de ces surveillances? J'étais au lac, à côté. C'était là où nous dormions. De quoi discutiez-vous à ce moment-là avec Stan et Janet? Je veux dire que si j'ai accepté cette petite mission, c'est que je pensais sincèrement que les enfants étaient en danger. Stan était tout à fait persuadé de la véracité des dires de la maman, Janet un peu moins. Avez-vous évoqué les suites que devait avoir cette surveillance? Non, pas vraiment. Je ne savais pas vraiment où cette enquête allait mener et moi-même j'ai posé des questions à Stan qui est resté persuadé qu'il y avait quelque chose. Est-ce que Stan Maillot vous a parlé des moyens d'action qu'il comptait mettre en œuvre? Non. Étiez-vous au courant de ce qu'il inscrivait sur son cahier? Non. Comment s'est terminé le séjour là-bas? Il ne s'est rien passé de spécial. Moi, j'avais constaté que tout était calme, mais Stan pensait toujours qu'il y avait eu quelque chose à cause de la procédure Mélanie dont avait fait l'objet l'aînée des enfants et au cours de laquelle elle aurait parlé des atteintes sexuelles qu'elle aurait subies. Procédure Mélanie dont il n'a jamais vu, en fin de compte, les résultats. Alors, demandez son dossier à Gatchadoua, vous allez beaucoup rire. Stan Maillot vous a-t-il dit comment il avait obtenu ces renseignements? Par la maman. Stan m'a dit aussi qu'il voulait obtenir des renseignements par la psychiatre qui avait suivi l'enfant. Je suis partie avant eux, ils sont encore restés quelques jours là-bas. Êtes-vous resté en contact avec Stan Maillot par la suite? Stan a repris contact avec moi courant septembre. Il voulait rencontrer Jérémy Lehu car il avait découvert l'existence du dossier Joy. Voilà comment Stan vous approche. Vous faites des recherches, il vient, il vous flatte, il vous endort et éventuellement vous finissez avec des gros problèmes judiciaires. Pourquoi deviez-vous intervenir dans cette affaire? J'étais en contact avec Jérémy depuis plusieurs mois sur Internet et c'est moi qui avais parlé à Stan de Jérémy. Stan était déjà au courant que Jérémy faisait un petit travail sur le net. Stan vous contacte par Internet. Qu'est-ce qu'il vous demande exactement? Stan voulait qu'on se réunisse avec Jérémy et qu'on monte tous les 4 dans le Doubs pour s'occuper de cette affaire Joy. Quel était l'intérêt de monter à 4 avec 2 voitures? Jérémy était important car c'est lui qui est en contact avec Joy. Et moi, je servais un peu d'intermédiaire. En plus, mon fourgon était utile. Bah ouais, il faut qu'on aurait des enfants enlevés. Parlez-moi du contrôle routier dont vous avez fait l'objet par les gendarmes d'Ornans.
Quand j'ai vu le gyrophare allumé, je me suis arrêtée. J'étais un peu surpris lorsque les gendarmes m'ont demandé ce que l'on faisait là. J'ai répondu qu'on allait voir des amis dans la région de Besançon. On m'a demandé mes papiers, je les ai présentés. J'avais pas de souci parce que j'étais totalement en règle. Les gendarmes ont ensuite demandé les papiers d'identité de Stan. Il a dit qu'il ne les avait pas et qu'il disposait seulement d'une photocopie. Le gendarme a pris tous les papiers et est reparti à son véhicule pour vérifier tout ça. Un gendarme était resté à côté de moi et tout d'un coup, Stan a ouvert la porte et s'est enfui. Ploup, ploup, ploup. Avez-vous été surpris de cette fuite? Bah ouais, quand même. Il semble que tout le monde savait que Stan Mayo était en fuite et vivait dans la clandestinité. Il demanda à ses interlocuteurs de garder le secret sur les contacts qu'ils avaient avec lui. Comment se fait-il que vous ignoriez ce fait? Je savais qu'il avait eu des déboires judiciaires, mais j'ignorais qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans ces conditions, vous avez fait des déclarations totalement mensongères aux gendarmes qui vous ont entendu? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas, selon vous, grand-chose à vous reprocher. Qu'avez-vous à dire? Tout a été très vite. Le gendarme qui était à côté de moi a sorti une arme, s'est mis à hurler. Je ne suis pas habituée à ça. J'ai ensuite été plaquée au sol assez violemment. On m'a passé les menottes. Tout ça n'explique pas vos déclarations mensongères. Qu'avez-vous à dire? Je ne savais pas quoi répondre aux gendarmes. Comme ils continuaient à hurler, ça m'a fait monter la pression. J'ai senti qu'il se passait quelque chose de grave et que j'étais avec quelqu'un qui avait des problèmes. Étant en sa compagnie, j'ai eu peur pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai inventé cette histoire selon laquelle je connaissais mon passager depuis très peu de temps, qu'il s'appelait Elliot et que nous allions dans une ferme bio. Est-ce que le seul but n'était pas de protéger Stan Mayo? Je voulais me protéger moi. Est-ce la meilleure façon de vous protéger n'aurait pas été tout simplement de dire la vérité puisque vous n'aviez jusqu'à présent rien à vous reprocher, au moins selon vos dires? Maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais dû dire la vérité. Une autre hypothèse est que justement vous auriez projeté des actes illégaux. Qu'en pensez-vous? Aucune action précise n'était projetée. Il se trouve que les gendarmes ne connaissaient pas la gravité de cette affaire et ont décidé de vous rendre les documents de Stan Mayo découverts dans votre véhicule. Vous deviez les garder pour les présenter aux autorités en cas de besoin. Vous avez déclaré que vous vous étiez débarrassé très vite de ces documents. Pour quelle raison? En effet, c'est bizarre. J'en connais qui ont encore des affaires de Mayo. J'ai lu une partie des documents. Stan Mayo n'était plus quelqu'un en qui je pouvais faire confiance suite à ce qu'il venait de se passer. C'est pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de ces documents. Comment vous en êtes-vous débarrassé? Dans une poubelle sur la route. Qu'avez-vous d'autre à dire sur cette affaire? J'ai beaucoup de regrets. Je ne suis pas un gangster ou un criminel et mes méthodes ne sont pas celles envisagées par Stan Mayo, comme cela ressortait de son cahier. Saviez-vous que Stan Mayo envisageait d'enlever les 3 enfants ainsi que Joy? Non, absolument pas. Auriez-vous accepté de l'aider si vous aviez connu ses intentions? Même réponse, absolument pas. L'avocate est entendu et donc en fin de compte il est avisé de sa mise en examen. Voilà, donc ça c'était l'audition de Monsieur Borja. Oups, je n'ai pas anonymisé en effet. Je vais couper là pour celle-ci parce qu'on est quand même à 37 minutes et puis on continue avec l'audition de Sandrine Gatchadoua, de Janet Ziman et donc de l'expertise psychiatrique de Janet Ziman. A tout de suite.